Elle a révélé qu'elle était vierge, au moment précis où elle a décidé de se donner. Lui, un millionnaire habitué à tout dominer, a perdu le contrôle. La confession a réveillé quelque chose de sombre, d'intense, presque dangereux. Si vous aimez les histoires d'amour et de romance, regardez jusqu'à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez. Cassien Delacroix était bien plus qu'un milliardaire. C'était une énigme drapée dans des costumes sur mesure. Un homme dont l'âme avait été forgée entre des pertes irréparables et des affaires troubles. Il avait bâti son empire sur des ruines, certaines faites de béton, d'autres de chair, de sang et de silence. C'était le genre d'homme qui ne croyait pas à l'amour, non pas par incrédulité mais par instinct de survie. Aimer, c'était s'exposer, et il avait appris très tôt que tout abandon avait un prix. Le passé avait laissé en lui des cicatrices invisibles. La mort de son père dans des circonstances mystérieuses, sa mère internée dans une clinique psychiatrique jusqu'à la fin de ses jours, et un empire hérité avant même qu'il ne sache comment gérer ses propres émotions. Il n'avait jamais eu le temps pour l'innocence, seulement pour le contrôle. Helena Beaumont, elle, semblait marcher dans un monde différent. Professeure de latin dans un collège, sur le point de fermer ses portes, orpheline depuis l'âge de 7 ans, elle avait grandi entre des religieuses et des livres, entre l'absence de toucher et la présence silencieuse de la foi. Ses yeux portaient une quiétude troublante, comme celle de quelqu'un qui porte des vérités qu'elle n'a jamais osé dire à voix haute. Elle n'avait jamais été avec un homme, non pas par peur, mais par décision. Sa virginité était plus que physique. C'était un état d'esprit, un territoire émotionnel préservé avec rigueur, une forme de résistance au vide affectif qui consumait tout autour d'elle. Elle n'attendait pas l'amour. Mais elle n'acceptait pas non plus son absence comme une fatalité. La première rencontre entre eux eut lieu lors d'une soirée en apparence banale. Fin dîner de bienfaisance dans un hôtel particulier historique du 7e arrondissement de Paris, où Cassien était le principal donateur. Helena s'y trouvait par erreur, ou du moins le croyait-elle. Une invitation échangée, une liste manipulée, une coïncidence forgée. Mais il y avait quelque chose dans ce croisement de regards qui défiait la logique. Il la vit comme un murmure au milieu du vacarme. Elle le vit comme un abîme qui appelait au saut. Depuis lors, Cassien ne put l'éloigner de ses pensées. Il y avait en elle une présence qui ne se pliait pas, une force silencieuse qui défiait son instinct de contrôle. Et ce fut par ce même désir primitif, désordonné, presque brutal, qu'il l'attira dans son monde. Le monde de Cassien était fait de lignes droites et de désirs dominants. Celui d'Helena de courbes douces et de silences denses. Le choc était inévitable et incontournable. La salle était magnifique ce soir-là, baignée dans la lumière dorée des lustres en cristal qui pendaient comme des larmes figées dans le temps. Les murs lambrissés portèrent l'histoire de siècles passés, et l'air sentait le parfum coûteux et le vin millésimé. Helena se sentait déplacée dans cette assemblée de robes de soirée et de regards calculés. Elle portait une robe noire simple, presque austère, qui contrastait avec l'éclat luxueux qui l'entourait. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon bas, quelques mèches rebelles encadrant son visage aux traits délicats. Elle avait accepté cette invitation uniquement parce que sœur Marguerite, la directrice de l'établissement où elle enseignait, avait insisté. Le collège avait besoin de fonds, et ce dîner réunissait les plus grands philanthropes de Paris. Cassien Delacroix se tenait près des hautes fenêtres qui donnaient sur les jardins illuminés, un verre de whisky à la main, son regard sombre parcourant la foule avec un détachement presque cruel. Il écoutait d'une oreille distraite les bavardages de ses associés, ces hommes en smoking impeccable qui cherchaient son approbation ou son investissement. À 38 ans, il avait perfectionné l'art de paraître présent tout en étant ailleurs. Son esprit était une forteresse, et peu de choses parvenaient à franchir ses murailles. Puis il la vit. Elle se tenait près d'une colonne, légèrement à l'écart, les mains jointes devant elle comme si elle priait en silence. Son visage était d'une beauté discrète, presque mélancolique. Le genre de beauté qui ne cherchait pas l'attention, mais qui, une fois remarquée, ne pouvait plus être ignorée. Ses yeux d'un brun profond tirant sur le doré semblaient observer le monde avec une distance respectueuse, comme si elle était présente physiquement, mais que son âme habitait un autre lieu, plus paisible, plus pur. Cassien sentit quelque chose bouger en lui, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Ce n'était pas du désir, pas encore. C'était de la curiosité, intense et dérangeante. Qui était cette femme qui semblait aussi étrangère à ce monde que lui s'y sentait prisonnier? Il traversa la salle sans réfléchir,
abandonnant ses interlocuteurs au milieu d'une phrase. Ses pas étaient assurés, déterminés comme toujours. Lorsqu'il arriva près d'elle, Helena leva les yeux, et pour la première fois de sa vie, Cassien Delacroix se sentit exposé. Les yeux d'Helena le scrutèrent avec une intensité tranquille, sans peur, sans fascination. Juste une observation neutre, presque scientifique, comme si elle lisait en lui avec la même facilité qu'elle déchiffrait les textes latins qu'elle enseignait. Cela le déstabilisa. Les femmes qu'il rencontrait habituellement le regardaient avec désir, avec calcul, avec admiration ou avec envie. Jamais avec cette neutralité désarmante. « Vous semblez aussi déplacé que je me sens », dit-il, sa voix grave portant une pointe d'amusement. Helena inclina légèrement la tête, un sourire à peine perceptible effleurant ses lèvres. « C'est une manière polie de dire que je ne suis pas à ma place. C'est une manière sincère de dire que vous m'intéressez. » La franchise de Cassien aurait pu paraître arrogante, mais dans sa bouche, elle sonnait comme une constatation, un fait incontestable. Helena ne détourna pas le regard. Elle le soutint, et dans ce silence, quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance mutuelle d'âme, qui ne cherchait pas à se rencontrer, mais qui, maintenant face à face, ne pouvait plus faire semblant. « Je suis Cassien Delacroix. Ah, je sais qui vous êtes. Tout le monde ici sait qui vous êtes. Mais c'est ça. Et vous êtes... C'est Helena Beaumont, professeur de latin au collège Sainte-Geneviève. Il sourit, un vrai sourire cette fois, pas le sourire poli et calculé qu'il réservait aux mondanités. Une professeure de latin. Voilà qui explique le regard analytique. Ce latin enseigne la précision, répondit-elle. Les mots ont un poids, une structure. On ne peut pas mentir en latin. Oh, intéressant. Alors dites-moi, professeur, que voyez-vous quand vous me regardez? Helena prit son temps avant de répondre, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je vois un homme qui a construit des murs si hauts qu'il ne se souvient plus de ce qu'il protège. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'une vérité que Cassien n'avait pas demandée, mais qui le frappa comme un coup au sternum. Il aurait dû être agacé, offensé même. Au lieu de cela, il se sentit vu, véritablement vu pour la première fois depuis des années. « Vous êtes dangereuse », murmura-t-il. « Vous l'êtes davantage », répliqua-t-elle sans ciller. Cette nuit-là, ils parlèrent pendant des heures. D'abord dans le brouhaha de la réception, puis dans le jardin silencieux où Cassien l'avait entraîné sous prétexte de prendre l'air. Ils parlèrent de livres, de philosophie, de la violence douce du temps qui passe et efface tout. Helena parla de son enfance à l'orphelinat, de la discipline des sœurs, de la bibliothèque poussiéreuse qui était devenue son refuge. Elle ne mentionna pas ses parents, et Cassien n'insista pas. Il parla de son empire, mais pas de son père ni de sa mère. Ils échangèrent des fragments de vérité, suffisamment pour créer un pont, pas assez pour se mettre à nu. Quand la soirée prit fin, Cassien ne voulait pas la laisser partir. C'était absurde, irrationnel, mais il ressentait une urgence qu'il ne comprenait pas. Avant qu'elle ne monte dans le taxi qu'il avait appelé pour elle, il lui prit doucement la main et y déposa une carte de visite. « Dîner avec moi, demain. » Helena regarda la carte, puis lui. « Pourquoi ?»« Parce que vous m'intriguez. Parce que je veux en savoir plus. Parce que je pense que vous aussi. » Elle glissa la carte dans son sac sans un mot et monta dans le taxi. Mais juste avant que la portière ne se ferme, elle le regarda une dernière fois. Et dans ce regard, Cassien lut quelque chose qui ressemblait à une promesse ou à un avertissement. Peut-être les deux. Il ne dormit pas cette nuit-là. Allongé dans son appartement somptueux de l'avenue Foch, le regard fixé sur le plafond moulé, il repensa à chaque parole échangée, à chaque silence partagé. Helena Beaumont l'avait déstabilisé d'une manière qu'aucune femme n'avait jamais réussi. Elle n'avait pas cherché à le séduire, ni à l'impressionner. Elle avait simplement été elle-même, authentique dans sa réserve, puissante dans sa douceur. Le lendemain soir, Helena accepta l'invitation. Cassien l'emmena dans un restaurant discret de Saint-Germain-des-Prés, loin des regards et des flashs. Il voulait la connaître, pas l'exhiber. Ils s'installèrent dans une alcôve privée, la lumière tamisée créant une bulle d'intimité au milieu de l'agitation de la ville. Durant ce dîner, les masques tombèrent un peu plus. Helena parla de son amour pour les langues mortes, de la beauté des textes anciens qui continuaient à vivre à travers les siècles. Elle parla de ses élèves, de leur curiosité parfois maladroite, de la satisfaction qu'elle éprouvait quand l'un d'eux comprenait enfin la structure complexe d'une déclinaison latine. Sa voix se faisait plus douce quand elle parlait d'enseignement, et Cassien comprit que c'était là sa véritable passion,
son ancrage dans un monde qui lui avait souvent refusé la stabilité. Cassien lui parla de son enfance fracturée. Il évoqua son père, Édouard de la Croix, un homme dur et exigeant qui dirigeait son empire immobilier avec une main de fer. Il parla de la nuit où son père était mort, retrouvé dans son bureau, une balle dans la tempe et du verdict officiel de suicide que Cassien n'avait jamais cru. Il parla de sa mère, Isabelle, une femme fragile qui avait sombré dans la folie après la mort de son mari, internée dans une clinique psychiatrique où elle avait passé les 15 dernières années de sa vie, perdue dans un monde où Cassien ne pouvait plus la rejoindre. Elle ne me reconnaissait plus vers la fin, dit-il, sa voix se brisant légèrement. Elle appelait toujours mon père, comme s'il allait revenir, comme si elle attendait qu'il lui explique pourquoi il l'avait abandonnée. Elena posa sa main sur la sienne, un geste simple mais d'une puissance bouleversante. La douleur ne disparaît jamais vraiment. On apprend juste à vivre avec. C'est ce que vous avez fait? Avec vos parents? Je n'ai aucun souvenir d'eux, répondit-elle. Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 7 ans. Je me souviens de fragments, une voix, une odeur, mais rien de concret. Les sœurs m'ont élevé, m'ont donné une structure, une éducation. Elles ont remplacé l'amour par la discipline, et d'une certaine manière, ça m'a sauvé. Vous ne vous êtes jamais senti seul. Elena sourit tristement. Toujours? Mais la solitude peut être une alliée si on apprend à l'apprivoiser. Cassien comprit à cet instant qu'Elena et lui partageaient plus que de simples conversations. Ils partageaient une solitude fondamentale, un vide que chacun avait tenté de combler à sa manière. Lui par le pouvoir et le contrôle, elle par la connaissance et la distance. 2 stratégies de survie différentes pour une même blessure. Les semaines suivantes furent un tourbillon étrange pour Cassien. Il voyait Elena régulièrement. D'abord pour des dîners, puis pour de longues promenades dans Paris, puis pour des après-midi entiers passés dans des musées ou des librairies anciennes. Il découvrait une intimité qu'il n'avait jamais connue, une connexion qui n'avait rien à voir avec le sexe ou le pouvoir. C'était une intimité d'âme, lente et profonde, qui se construisait mot après mot, silence après silence. Elena le surprenait constamment. Elle refusait ses cadeaux extravagants, préférant un livre ancien à un bijou. Elle ne s'impressionnait pas de son argent, ne cherchait pas à en profiter. Elle le traitait simplement comme un homme, pas comme une légende vivante. Et cela le rendait fou, dans le meilleur sens du terme. Elle lui donnait envie d'être meilleur, plus honnête, plus présent. Mais Cassien sentait aussi grandir en lui un désir plus sombre, plus impérieux. Il voulait Elena. Pas seulement pour ses conversations ou sa compagnie. Il la voulait physiquement, avec une intensité qui le surprenait lui-même. Chaque fois qu'elle souriait, chaque fois qu'elle repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille, chaque fois que leurs mains se frôlaient, il sentait ce désir monter en lui comme une marée. Un soir, après un dîner particulièrement intime dans son appartement, où ils avaient bu du vin et parlé jusqu'à ce que Paris s'endorme autour d'eux, Cassien ne put plus se retenir. Ils étaient assis côte à côte sur le canapé en cuir noir de son salon, la ville illuminée s'étalant derrière les baies vitrées comme un tableau vivant. Cassien se tourna vers elle, son regard sombre plongeant dans le sien. « Elena » murmura-t-il, sa voix rauque de désir contenu. « Je ne peux plus faire semblant. »« Faire semblant de quoi ?» demanda-t-elle, mais elle savait. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire, que je ne te désire pas, que je ne pense pas à toi constamment, que je n'ai pas envie de te toucher, de te goûter, de te connaître d'une manière qui me terrifie. Elena ferma les yeux un instant, respirant profondément. Quand elle les rouvrit, il brillait d'une émotion complexe, mélange de désir et de peur, d'envie et de résistance. « Cassien, il y a quelque chose que tu dois savoir. » « Ça, c'est du biganda betsi Thomas. How's quoi ?» Elle prit sa main dans les siennes, ses doigts fins et délicats se refermant autour de sa paume large et puissante. « Je n'ai jamais été avec personne. Jamais. Je n'ai jamais laissé un homme me toucher. » Le silence qui suivit fut absolu. Cassien la regarda, cherchant dans ses yeux une trace de plaisanterie, mais n'y trouva que de la sincérité et de la vulnérabilité. Son cœur se mit à battre plus fort, non pas de surprise, mais d'une émotion bien plus dangereuse. Possession, révérence, terreur. « Tu es vierge, » dit-il, non pas comme une question, mais comme une constatation qui portait le poids d'une révélation. Elena hocha la tête. « Ce n'est pas par peur, c'est par choix. J'ai grandi dans un environnement où le toucher n'existait pas. Les sœurs nous enseignaient la chasteté comme une vertu, mais pour moi c'est devenu plus que ça. C'est devenu une protection,
Une manière de rester entière dans un monde qui prend tout. Cassien sentit quelque chose se briser en lui et se reconstruire différemment. Il aurait dû reculer, s'éloigner, la protéger de lui-même. Mais au lieu de cela, il leva la main et caressa doucement sa joue, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire avec une tendresse qu'il ne se connaissait pas. « Et maintenant » murmura-t-il. « Pourquoi me le dis-tu maintenant » Les yeux d'Helena se remplirent de larmes qu'elle ne laissa pas couler. « Parce qu'avec toi, pour la première fois, j'ai envie de ne plus me protéger. Avec toi, j'ai envie de savoir ce que c'est que d'appartenir à quelqu'un. Et ça me terrifie, Cassien, parce que je sens que si je te laisse entrer, je ne serai plus jamais la même. » La confession tomba entre eux comme une clé qui déverrouille une porte oubliée. Pour n'importe quel autre homme, cela aurait été une surprise. Pour Cassien, ce fut une dévastation, non pas par la nouveauté, mais par ce que cela symbolisait. La pureté d'Helena, si soigneusement préservée, était maintenant devant lui offerte, et cela le rendit fou de désir, de peur, de culpabilité, parce qu'il savait qu'il était incapable de lui rendre la pareille avec le même degré d'intégrité. Son âme était trop marquée, mais il la voulait, pas seulement avec son corps. Cassien la voulait avec l'obsession de celui qui veut effacer sa propre histoire à travers quelqu'un d'autre. Et c'est dans ce désir violent et doux, dans cette collision entre ombres et lumières, qu'ils entamèrent une danse dangereuse. « Je ne suis pas un homme bien, Helena, » dit-il d'une voix brisée. « Je porte en moi des choses sombres, des décisions que j'ai prises et qui ont détruit des vies. Si tu me laisses entrer, je te détruirai peut-être aussi. » Helena posa sa main sur son cœur, sentant les battements rapides sous sa paume. « Alors détruis-moi, mais fais-le en m'aimant. » Ces mots scellèrent leur sort. Cassien l'attira contre lui avec une urgence désespérée, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui contenait toute la faim accumulée durant ces semaines d'attente. Helena répondit avec une passion qui la surprit elle-même, ses mains se perdant dans les cheveux de Cassien, son corps se pressant contre le sien, comme si elle cherchait à fusionner avec lui. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, plus dangereux. Les mains de Cassien exploraient le corps d'Helena avec une révérence qui contrastait avec la violence de son désir. Il la voulait, mais il voulait aussi prendre son temps, graver chaque instant dans sa mémoire, faire de cette première fois quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Viens avec moi » murmura-t-il contre ses lèvres. « Viens en Provence. Laisse-moi te montrer ce que c'est que d'être désiré, adoré, vénéré. » Helena acquiesça sans un mot, ses yeux brillants d'un mélange de désir et d'appréhension. Elle savait que si elle franchissait cette ligne, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais elle savait aussi qu'elle ne voulait plus se protéger. Elle voulait vivre, ressentir, même si cela devait la briser. Le lendemain, ils prirent la route vers la Provence, vers la Bastide que Cassien possédait dans le Luberon, loin de Paris, loin du monde. Le trajet se fit dans un silence chargé d'anticipation, leurs mains entrelacées sur le levier de vitesse de la voiture de sport que Cassien conduisait avec une concentration féroce. Chaque kilomètre les rapprochait de l'inévitable, et ni l'un ni l'autre ne cherchait à fuir. La Bastide était magnifique, une vieille bâtisse en pierre dorée, nichée au milieu des vignes et des oliviers, avec une vue imprenable sur les montagnes du Luberon. Tout y semblait conçu pour le plaisir. Le vin rouge qui attendait dans la cave, la musique qui sortait d'une chaîne hi-fi vintage, la cheminée déjà allumée qui réchauffait le salon aux poutres apparentes, la soie qui recouvrait les draps du grand lit à baldaquin dans la chambre principale. Mais Helena n'était pas prévisible. Elle ne se laissait pas impressionner par le décor. Elle regardait Cassien avec cette intensité qui lui était propre, comme si elle cherchait à lire en lui, à comprendre qui il était vraiment au-delà des apparences. Ils dînèrent sur la terrasse, sous un ciel étoilé d'une pureté rare. Cassien avait préparé lui-même le repas, une simplicité qui surprit Helena. Ils parlèrent peu, les mots semblant superflus face à l'ampleur de ce qui se préparait entre eux. Quand ils montèrent enfin dans la chambre, Cassien sentit son cœur battre comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Il se sentait nerveux, vulnérable, exposé d'une manière qui le terrifiait. Il avait été avec d'innombrables femmes, mais jamais avec quelqu'un comme Helena. Jamais avec quelqu'un qui lui offrait non seulement son corps, mais aussi son âme. Il la regarda dans la pénombre de la chambre, la lumière de la lune filtrant, à travers les voilages et dessinant des ombres argentées sur son visage. Helena se tenait près du lit, ses mains jointes devant elle, dans un geste qui trahissait à la fois son désir et sa nervosité. Elle portait encore la robe simple qu'elle avait mise pour le voyage,
Mais dans cette lumière, elle semblait presque irréelle, comme une apparition sortie d'un rêve ancien. Cassien s'approcha lentement, chacun de ses pas mesurés, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise le moment. Quand il fut devant elle, il leva la main et toucha son visage avec une révérence rare, son pouce traçant la courbe de sa joue avec une douceur qui contrastait violemment avec la tempête qui faisait rage en lui. « Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit ce soir », murmura-t-il, sa voix grave portant une sincérité absolue. « Je veux que tu saches que je peux attendre. Je peux attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » Helena ferma les yeux sous sa caresse, un frisson parcourant tout son corps. Quand elle les rouvrit, il brillait d'une détermination tranquille. « Je ne veux pas attendre. J'ai attendu toute ma vie, Cassien. J'ai attendu sans même savoir ce que j'attendais. Et maintenant que je sais, maintenant que c'est toi, je ne veux plus attendre. » Ces mots brisèrent les dernières barrières que Cassien avait érigées autour de lui-même. Il l'attira contre lui, ses mains glissant dans ses cheveux, défaisant le chignon qui les retenait, laissant les mèches châtaines cascader sur ses épaules. Il l'embrassa avec une passion contenue, un désir qui cherchait à se faire doux, malgré sa violence intrinsèque. Helena répondit au baiser avec une ardeur qui la surprit elle-même. Ses mains, d'abord hésitantes, explorèrent le torse de Cassien à travers sa chemise, découvrant les contours de ses muscles, la chaleur de sa peau à travers le tissu. Elle sentait son cœur battre sous sa paume, rapide et puissant, un écho au sien qui tambourinait dans sa poitrine. Cassien la souleva dans ses bras avec une facilité déconcertante et la porta jusqu'au lit. Il la déposa sur les draps de soie avec une délicatesse infinie, comme si elle était faite de cristal. Puis il s'agenouilla près du lit et prit son visage entre ses mains, plongeant son regard dans le sien. « Helena, écoute-moi bien. Si à n'importe quel moment tu veux que j'arrête, tu me le dis. N'importe quand. Je ne veux rien faire qui pourrait te blesser ou te faire regretter. » Elle posa sa main sur la sienne, un sourire tremblant sur ses lèvres. « Je ne regretterai jamais. Pas avec toi. » Ce qui suivit fut une danse lente et tendre, une exploration mutuelle où chaque toucher comptait, où chaque baiser était une promesse. Cassien prenait son temps, savourant chaque instant, chaque soupir qui s'échappait des lèvres d'Helena, chaque frisson qui parcourait son corps. Il voulait que cette première fois soit gravée dans sa mémoire comme quelque chose de beau, de sacré, malgré tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait fait. Helena découvrait un monde nouveau, qu'un univers de sensations qu'elle n'avait jamais imaginé. Chaque caresse de Cassien éveillait en elle des territoires inconnus, des désirs enfouis, des besoins qu'elle ne savait pas posséder. Elle tremblait sous ses mains, non pas de peur, mais d'une anticipation électrique qui lui coupait le souffle. Quand il la posséda enfin, avec une lenteur exquise et une attention constante à ses réactions, Helena ferma les yeux et sentit quelque chose se déchirer en elle, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. C'était une barrière invisible qui tombait, une muraille qu'elle avait érigée entre elle et le monde, et qui s'effondrait maintenant sous le poids de cette intimité absolue. La douleur initiale fut brève, rapidement remplacée par une sensation de plénitude troublante. Elle ouvrit les yeux et croisa le regard de Cassien, et ce qu'elle y vit la bouleversa. Ce n'était pas seulement du désir, c'était de la vulnérabilité, de la tendresse, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. « Tu es à moi maintenant », murmura-t-il contre ses lèvres, sa voix rauque de passion. « Entièrement mienne. »« Et toi ?» réussit-elle à articuler entre deux soupirs. « Es-tu à moi ?» Cassien s'immobilisa un instant, son regard plongeant dans le sien avec une intensité dévorante. « Je ne sais pas comment me donner, Helena. Je ne sais pas si je suis capable d'appartenir à quelqu'un, mais si je devais appartenir à quelqu'un, ce serait à toi. » C'était la vérité la plus honnête qu'il ait jamais dite, et Helena le sentit. Elle l'attira plus près, leur corps ne formant plus qu'un, et dans cette fusion quelque chose de nouveau naquit entre eux, quelque chose de dangereux et de précieux à la fois. Cette nuit-là fut une révélation pour tous les deux. Pour Helena, ce fut la découverte d'une partie d'elle-même qu'elle avait gardée enfermée, une féminité sauvage et ardente qu'elle ne connaissait pas. Pour Cassien, ce fut la redécouverte de ce que signifiait être vraiment présent, vraiment connecté à quelqu'un, pas seulement physiquement, mais avec toutes les facettes de son être. Au petit matin, alors que la lumière dorée de la Provence inondait la chambre, Cassien observait Helena endormie contre lui, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, son visage paisible dans le sommeil. Il caressa doucement son dos nu, traçant des motifs invisibles sur sa peau, et pour la première fois depuis des années,
Il se sentit en paix. Pas complètement, pas parfaitement, mais suffisamment pour que cela compte. Les jours qui suivirent furent comme un rêve éveillé. Ils restèrent dans la Bastide, coupés du monde extérieur, explorant non seulement leur corps mais aussi leurs âmes. Ils marchaient dans les vignes au coucher du soleil, cuisinaient ensemble dans la cuisine rustique, lisaient côte à côte dans le salon, Helena plongeait dans un vieux manuscrit latin qu'elle avait apporté, Cassien faisant semblant de lire les journaux financiers, alors qu'en réalité, il ne faisait que l'observer. Helena s'ouvrait peu à peu, parlant de son enfance à l'orphelinat, avec plus de détails. Elle racontait les nuits où elle pleurait en silence dans son lit, entourée d'autres enfants qui pleuraient aussi, mais que personne ne consolait. Elle parlait de sœur Marie-Thérèse, la seule religieuse qui lui avait montré un semblant d'affection, lui apportant des livres en cachette et lui murmurant que l'éducation serait sa porte de sortie. Elle évoquait le jour où elle avait appris qu'elle n'avait aucune famille, qu'elle était vraiment seule au monde, et comment cette révélation l'avait à la fois dévastée et libérée. Cassien, lui aussi, se laissait aller à des confidences qu'il n'avait jamais faites à personne. Il parla de la nuit où il avait trouvé son père mort, le sang sur le bureau en acajou, le pistolet encore dans sa main. Il avait 19 ans, fraîchement revenu d'Angleterre où il étudiait l'économie, et cette image était restée gravée dans sa mémoire comme une photographie indélébile. Il raconta comment il avait pris les rênes de l'Empire de la Croix du jour au lendemain, comment il avait dû apprendre à naviguer dans un monde de requins sans montrer la moindre faiblesse. Mon père m'avait toujours dit que les affaires étaient une guerre, et que dans une guerre, il n'y a pas de place pour les sentiments, dit Cassien un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, un verre de vin à la main. Il disait que si tu montres une once d'humanité, tes ennemis l'utiliseront contre toi. Alors j'ai appris à ne rien montrer, à devenir une façade. Mais tu n'es pas qu'une façade, répondit Helena doucement. Je vois qui tu es vraiment, Cassien. Sous toutes ces couches de protection, il y a un homme qui a peur. Peur d'aimer parce qu'il a trop perdu. Cassien tourna son regard vers elle, et dans ses yeux sombres, Helena vit une tempête silencieuse. Percy Stephen, tu as raison. J'ai peur, parce que tout ce que j'ai aimé m'a été arraché. Mon père, ma mère, ma confiance en l'humanité. Je ne sais pas comment faire autrement. Helena prit sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts. Alors apprends, avec moi. On apprendra ensemble. Ces moments d'intimité émotionnelle créaient entre eux un lien plus fort que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Mais comme toute chose trop belle, cette parenthèse enchantée ne pouvait durer éternellement. La réalité allait les rattraper, et elle le ferait avec une cruauté implacable. Le premier signe vint sous la forme d'un appel téléphonique. Cassien avait laissé son portable éteint pendant leur séjour en Provence, refusant de laisser le monde extérieur contaminer leur bulle. Mais un matin, alors qu'Helena était partie se promener dans les vignes, il décida de rallumer l'appareil, juste pour vérifier que rien d'urgent ne nécessitait son attention. Il avait 37 appels manqués. La plupart venaient de Marc Rousseau, son bras droit et directeur général du groupe de la Croix, qu'il rappela immédiatement, un pressentiment désagréable se formant dans son estomac. Cassien, enfin. La voix de Marc était tendue, presque paniquée. « J'ai essayé de te joindre pendant 4 jours. On a un problème. Un gros problème. T'as de quoi tu parles, c'est mes SMS. L'affaire de Montmartre, le projet de rénovation. Tu te souviens du bâtiment qu'on a acheté il y a 6 mois? Cassien fronça les sourcils. L'ancien orphelinat? Oui, et alors? Il y a eu une fuite dans la presse. Un journaliste d'investigation a publié un article affirmant que nous avons expulsé des familles vulnérables pour démolir le bâtiment et construire des appartements de luxe. Il accuse le groupe de pratiques prédatrices et de destruction du patrimoine historique. L'article fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cassien sentit une tension familière remonter dans sa nuque. C'est absurde. Le bâtiment était abandonné depuis 10 ans. Il n'y avait personne dedans. Je sais, mais l'article suggère que nous avons détruit des archives importantes, des documents qui auraient pu aider d'anciens orphelins à retrouver leurs origines. Et il y a autre chose. Oh, quoi? Le journaliste mentionne spécifiquement une lettre d'une mère biologique adressée à sa fille qui aurait disparu lors de la démolition. Apparemment, quelqu'un l'avait laissée dans une cache secrète de l'orphelinat et elle aurait été détruite avec le reste. Le sang de Cassien se glaça. Le nom de l'orphelinat, c'était quoi?
Orphelinat Sainte-Geneviève. À Montmartre. Pourquoi? Cassien ferma les yeux. Un vertige soudain le submergeant. Sainte-Geneviève, c'était le nom de l'établissement où Helena enseignait. Le même nom que l'orphelinat où elle avait grandi. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Marc, je te rappelle. Il raccrocha avant que son associé ne puisse répondre, son esprit tournant à toute vitesse. L'orphelinat où Helena avait passé son enfance avait été vendu à son groupe. Démoli. Et dans ce processus, une lettre de sa mère biologique aurait disparu. Une lettre qui aurait pu lui révéler ses origines. Est-ce qu'Helena savait? Était-ce pour cela qu'elle avait accepté l'invitation au dîner de bienfaisance? Était-ce une coïncidence ou quelque chose de plus sinistre? Non. Il refusait de croire qu'Helena l'avait manipulé. Tout ce qu'ils avaient partagé était trop réel, trop authentique pour être un mensonge. Mais alors, comment expliquer cette coïncidence troublante? Cassien passa le reste de la journée plongé dans ses pensées, essayant de décider comment aborder le sujet avec Helena. Devait-il lui en parler? Devait-il attendre qu'elle vienne à lui? Chaque option semblait comporter des risques, et il détestait ne pas avoir le contrôle de la situation. Quand Helena rentra de sa promenade, les joues rosies par le soleil et le vent, elle trouva Cassien assis dans le salon, une expression sombre sur le visage. Elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Cassien? Tout va bien? Il leva les yeux vers elle, et dans son regard, Helena vit quelque chose qui la glaça. Du doute, de la méfiance. « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix neutre qui ne lui ressemblait pas. Helena s'assit en face de lui, son cœur commençant à battre plus vite. « Qu'est-ce qui se passe ?» Cassien prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. « L'orphelinat où tu as grandi, c'était bien Sainte-Geneviève à Montmartre ?» Helena cligna des yeux, surprise par la question. « Oui. Pourquoi ?» Mon groupe a acheté ce bâtiment il y a 6 mois. On l'a démoli pour construire un projet résidentiel. Le silence qui suivit fut assourdissant. Helena le regardait, son visage perdant progressivement ses couleurs, ses yeux s'élargissant sous le choc. « Quoi? Tu ne savais pas? » « Oh, comment aurais-je pu savoir ?» Sa voix tremblait maintenant. Un mélange de colère et d'incrédulité. « Je n'ai plus eu de contact avec cet endroit depuis que j'en suis parti à 18 ans. Je savais qu'il allait fermer, mais je ne savais pas qu'il avait été vendu. Et certainement pas à toi. » Cassien la scrutait, cherchant dans son regard le moindre signe de tromperie. Mais tout ce qu'il voyait, c'était une douleur authentique, un choc profond. Il voulait la croire, mais une petite voix dans sa tête murmurait des doutes venimeux. « Il y a autre chose, » continua-t-il. Apparemment, lors de la démolition, des archives ont été détruites, dont une lettre laissée par une mère biologique pour sa fille. Helena porta sa main à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. « Ma mère, elle m'avait laissé une lettre. Je ne sais pas si c'était pour toi. Mais c'est possible. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Helena. Elle se leva brusquement, comme si rester assise était devenu physiquement impossible. « Tu as détruit la seule chose qui aurait pu me dire qui j'étais vraiment. La seule chose qui me reliait à elle. » « Helena, je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir ?» Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants de douleur et de colère. « Mais c'était ton entreprise, Cassien. Ton empire construit sur les ruines des autres. Tu le dis toi-même. Combien d'autres vies as-tu détruites sans même le savoir? Combien d'autres histoires as-tu effacées pour construire tes projets immobiliers? » La véhémence dans sa voix le frappa comme un coup de poing. Il savait qu'elle avait raison. Il avait toujours considéré ses affaires comme des transactions abstraites, des chiffres sur des bilans, des bâtiments qui devaient tomber pour que d'autres se dressent. Il n'avait jamais vraiment pensé aux histoires humaines contenues dans ces murs, aux souvenirs qui étaient balayés avec la poussière. « Je suis désolé, » dit-il, et il le pensait vraiment. « Je suis sincèrement désolé. Si j'avais su, j'aurais fait récupérer ces archives. J'aurais cherché cette lettre. » Helena secoua la tête, essuyant rageusement ses larmes. Le mal est fait. Elle est partie, comme tout le reste. Elle sortit de la pièce, et Cassien entendit la porte de la chambre claquer. Il resta assis là, seul, sentant le poids de ses actions passées s'abattre sur lui comme une avalanche. Tout ce qu'il avait construit, tout ce dont il était fier, était soudainement teinté d'une culpabilité écrasante. Cette nuit-là, ils dormirent séparément pour la première fois depuis leur arrivée en Provence. Cassien resta dans le salon, fixant le plafond dans l'obscurité, tandis qu'Helena pleurait silencieusement dans la chambre.
Le paradis qu'ils avaient construit ensemble s'effritait déjà, miné par des secrets et des coïncidences trop douloureuses pour être ignorées. Le lendemain matin, Elena émergea de la chambre, les yeux rouges mais le regard déterminé. Elle avait pris une décision pendant la nuit et Cassien le vit immédiatement. « Je rentre à Paris », annonça-t-elle d'une voix ferme. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que tout cela signifie. »« Elena, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. On peut en parler, on peut trouver une solution. » Elle secoua la tête. « Il n'y a pas de solution, Cassien. Ma mère a essayé de me laisser quelque chose d'important. Et c'est parti. À cause de toi. À cause de ton empire. Je ne peux pas simplement passer à autre chose, comme si ce n'était rien. Si ma sœur fait mal, je comprends. Mais laisse-moi au moins te ramener. » « Non, j'ai appelé un taxi. Il sera là dans 1 heure. » Cassien sentit quelque chose se briser en lui. Il voulait la supplier de rester, de lui donner une chance de réparer ce qui était cassé. Mais il savait que ce serait égoïste. Elena avait besoin d'espace, et il devait le respecter même si cela le tuait. 1 heure plus tard, il la regarda partir, son petit sac à dos sur l'épaule, montant dans le taxi sans se retourner. Quand la voiture disparut au bout de l'allée, Cassien rentra dans la Bastide vide. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit véritablement seul. De retour à Paris, Elena replongea dans sa routine avec une détermination farouche. Elle enseignait ses cours, corrigeait des copies, faisait comme si rien ne s'était passé. Mais la nuit, dans son petit appartement du Marais, elle pleurait la perte de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. La vérité sur ses origines, une connexion avec sa mère biologique, et maintenant, la relation avec Cassien. Elle se sentait trahie, non pas par Cassien directement, mais par le destin, par l'ironie cruelle qui avait fait de l'homme qu'elle aimait celui qui avait involontairement détruit sa dernière chance de connaître son histoire. Cassien, de son côté, sombra dans un état d'esprit sombre. Il lança une enquête interne sur l'affaire de l'orphelinat, déterminé à découvrir s'il y avait vraiment eu des archives détruites, si la lettre avait vraiment existé. Ses équipes fouillèrent les décombres, interrogèrent les ouvriers, cherchèrent dans les moindres recoins. Mais tout avait été compacté, recyclé, dispersé. S'il y avait eu une lettre, elle était perdue à jamais. Mais ce que l'enquête révéla fut encore plus troublant. L'invitation au dîner de bienfaisance qu'Elena avait reçue n'était pas une erreur. Elle avait été délibérément envoyée à son nom, par quelqu'un qui connaissait son lien avec l'orphelinat, quelqu'un qui voulait qu'elle rencontre Cassien. Marc Rousseau apporta les résultats à Cassien dans son bureau de l'avenue Montaigne, son visage grave. On a retracé l'origine de l'invitation. Elle vient d'un ancien partenaire de ton père, Julien Moreau. Cassien sentit son sang se glacer. Julien Moreau, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Un homme qui avait été le bras droit de son père avant que tout ne s'effondre, avant la mort mystérieuse d'Édouard Delacroix. Moreau? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai pu découvrir, il en veut à ton père depuis des décennies. Apparemment, ton père l'aurait escroqué sur un gros contrat dans les années 90. Moreau a tout perdu, et maintenant il semble vouloir se venger. En utilisant Elena, Cassien serra les poings, une rage froide montant en lui. Elle était un pion, depuis le début. Ah, il semblerait. La question est, pourquoi elle spécifiquement? Qu'est-ce qu'elle représente pour Moreau? C'était la question cruciale, et Cassien n'avait pas de réponse. Mais il savait qu'il devait découvrir la vérité, non seulement pour lui-même, mais pour Elena. Elle méritait de savoir qu'elle avait été manipulée, utilisée dans un jeu dont elle ignorait les règles. Il essaya de la contacter, l'appelant, lui envoyant des messages, mais Elena ne répondait pas. Elle avait érigé un mur entre eux, et Cassien ne savait pas comment le franchir. Chaque jour sans elle était une torture, un rappel constant de ce qu'il avait perdu. 3 semaines après leur séparation, Cassien reçut un document anonyme par coursier. À l'intérieur, un dossier épais contenant des photocopies de vieux registres, de certificats, de correspondances. Et au milieu, une bombe, un test de paternité effectué il y a 30 ans, montrant qu'Édouard Delacroix avait eu une fille illégitime. Une fille née d'une liaison avec une femme prénommée Sophie Beaumont. Le nom frappa Cassien comme la foudre. Beaumont, le nom de famille d'Elena. Les mains tremblantes, il continua à lire. Sophie Beaumont était morte dans un accident de voiture quand sa fille avait 7 ans.
La petite fille avait été placée à l'orphelinat Sainte-Geneviève. L'âge correspondait, les dates correspondaient. Elena serait sa demi-sœur. Cassien laissa tomber le document, une nausée violente le submergeant. Non, ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas être vrai. Tout ce qu'ils avaient partagé, tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, serait souillé par cette révélation monstrueuse. Il relut le document encore et encore, cherchant une faille, une erreur, mais tout semblait authentique. Les cachets officiels, les signatures, les dates. Si c'était un faux d'une qualité exceptionnelle. Cassien savait qu'il devait vérifier, qu'il ne pouvait pas se fier uniquement à ce document. Mais une partie de lui ne voulait pas savoir, parce que si c'était vrai, cela signifiait qu'il avait commis l'irréparable, qu'il avait aimé et désiré sa propre sœur. Cette nuit-là, Cassien ne dormit pas. Il resta assis dans son bureau, le dossier ouvert devant lui, essayant de décider quoi faire. Devait-il le dire à Elena? Devait-il garder le secret? Chaque option était un enfer différent. Finalement, alors que l'aube pointait sur Paris, il prit une décision. Il devait s'éloigner. Pour son bien à elle, pour qu'elle puisse continuer sa vie sans être contaminée par ce secret horrible. Il l'aimait trop pour la condamner à porter ce fardeau. Les semaines qui suivirent furent pour Cassien un enfer silencieux. Il continua à diriger son empire avec la même efficacité impitoyable, mais quelque chose en lui s'était éteint. Ses associés remarquaient son regard absent lors des réunions, sa distraction inhabituelle, la façon dont il fixait parfois le vide, comme s'il cherchait une réponse à une question qu'il ne pouvait pas formuler à voix haute. Il avait pris sa décision. Il resterait loin d'Elena. C'était la seule chose honorable à faire, la seule manière de la protéger de la vérité monstrueuse que contenait ce dossier. Mais chaque jour sans elle était une agonie. Il se surprenait à chercher son visage dans la foule, à sursauter quand son téléphone sonnait, en espérant que ce soit elle, à rester éveillé la nuit, en revivant chaque moment passé ensemble. Le document restait enfermé dans le coffre-fort de son bureau, comme une sentence de mort qu'il n'osait pas exécuter. Il n'avait parlé à personne de son contenu, pas même à Marc. C'était son fardeau à porter, sa croix personnelle. Elena, de son côté, tentait de reconstruire les fragments de sa vie. Elle enseignait avec la même passion, mais ses élèves remarquaient une tristesse nouvelle dans ses yeux, une mélancolie qui n'était pas là avant. Le soir, elle rentrait dans son appartement vide et se plongeait dans ses livres, cherchant dans les textes latins anciens une consolation que le monde moderne ne pouvait lui offrir. Elle pensait constamment à Cassien, à ce qu'ils avaient partagé, à ce qu'ils avaient perdu. Une partie d'elle voulait le détester pour ce que son entreprise avait fait, pour la destruction de l'orphelinat et de la lettre de sa mère. Mais une autre partie, plus profonde et plus honnête, savait qu'il n'était pas vraiment coupable. Il n'avait pas su. Comment aurait-il pu savoir? Ce qui la blessait vraiment, c'était son silence. Après les premières tentatives de contact, Cassien avait complètement disparu. Plus d'appels, plus de messages, rien. Comme s'il avait décidé qu'elle ne valait pas la peine de se battre. Comme si tout ce qu'ils avaient vécu ensemble n'avait été qu'une parenthèse sans importance dans sa vie bien remplie. Cette pensée la déchirait plus que tout le reste. Elle avait donné à Cassien quelque chose qu'elle n'avait jamais donné à personne. Pas seulement son corps, mais son âme. Et maintenant, elle se sentait abandonnée, rejetée, comme si elle n'avait été qu'une distraction temporaire. Un mois après leur séparation, un événement inattendu vint bouleverser la vie d'Elena. Sœur Marguerite, la directrice du collège Sainte-Geneviève où elle enseignait, l'appela dans son bureau avec une expression grave. Elena, « Ma chère enfant, j'ai reçu une visite étrange aujourd'hui. » commença la vieille religieuse, ses mains jointes sur son bureau. « Un homme est venu me poser des questions sur vous. Des questions sur votre passé, sur l'orphelinat où vous avez grandi. » Elena sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Quel homme ?» Il s'est présenté comme un journaliste. Il disait écrire un article sur les orphelinats, fermés à Paris, et leur impact sur les anciens résidents. Mais quelque chose dans sa manière de poser les questions me semblait déplacé, trop personnel, trop spécifique à vous. Qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement? Sœur Marguerite hésita, ses doigts tripotant le crucifix qu'elle portait autour du cou. Il voulait savoir si vous aviez des informations sur vos parents biologiques. Si vous aviez jamais reçu des documents, des lettres. Il a mentionné le nom d'un homme, Édouard Delacroix. Il m'a demandé si ce nom vous disait quelque chose. Le nom frappa Elena comme un coup de poing.
Édouard Delacroix, le père de Cassien. Pourquoi ce journaliste établissait-il un lien entre elle et le père de Cassien? « Qu'est-ce que vous lui avez dit » demanda Helena, sa voix tremblante. « Rien. Je lui ai dit que ces informations étaient confidentielles et que je ne pouvais pas discuter de la vie privée de mes enseignants. Il est parti, mais il m'a laissé sa carte. » Sœur Marguerite tendit une carte de visite à Helena. « Je voulais vous en parler avant qu'il n'essaye de vous contacter directement. » Helena prit la carte avec des mains tremblantes. Le nom inscrit dessus était Julien Moreau, journaliste indépendant. Mais quelque chose dans cette situation ne sonnait pas juste. Pourquoi un journaliste s'intéresserait-il spécifiquement à elle? Et pourquoi mentionner le nom du père de Cassien? Ce soir-là, Helena fit quelque chose qu'elle s'était juré de ne pas faire. Elle appela Cassien. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer tandis que le téléphone sonnait. Une fois, 2 fois, 3 fois. Helena. Sa voix était rauque, surprise, chargée d'une émotion qu'il tentait de contenir. « Il faut qu'on parle. Quelqu'un me cherche. » Un homme nommé Julien Moreau. Le silence qui suivit fut assourdissant. Helena entendit la respiration de Cassien s'accélérer à l'autre bout du fil. « Ne le rencontre pas, » dit-il finalement, sa voix soudainement dure, presque paniquée. « Ne lui parle pas. Ne lui donne aucune information. Toi, qu'est ce qui se passe. Qui est cet homme? C'est compliqué. Je ne peux pas t'expliquer au téléphone. Où es-tu? Fais, chez moi, sincèrement chez moi. Dans le Marais. J'arrive. Ne bouge pas. Et surtout, si Moreau essaie de te contacter, ignore-le. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Helena resta là, le téléphone à la main, son cœur battant la chamade. Cassien venait. Après un mois de silence absolu, il venait. Parce qu'elle était en danger. 30 minutes plus tard, on frappa à sa porte. Helena ouvrit et se retrouva face à Cassien. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, des cernes sombres sous les yeux. Mais quand leurs regards se croisèrent, elle vit quelque chose s'allumer en lui, une flamme qu'il essayait désespérément d'éteindre. « Entre », dit-elle simplement, s'écartant pour le laisser passer. Cassien entra dans le petit appartement, regardant autour de lui comme s'il découvrait un territoire étranger. C'était la première fois qu'il venait chez elle, et l'intimité de l'espace. Les livres partout, les plantes sur le rebord de la fenêtre, les photos encadrées de ses élèves, tout cela lui donnait un aperçu d'une vie qu'il n'avait jamais vraiment connue. « Parle-moi de Julien Moreau », dit Helena en croisant les bras, une défense instinctive contre la proximité de Cassien, contre la manière dont sa présence emplissait tout l'espace. Cassien se tourna vers elle, son visage grave. Moreau était l'associé de mon père. Ils ont travaillé ensemble pendant des années, jusqu'à ce que mon père le trahisse sur un gros contrat dans les années 90. Moreau a tout perdu. Sa fortune, sa réputation, sa famille, et depuis, il cherche à se venger. Comme se venger comment? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Cassien hésita, et dans cette hésitation, Helena vit quelque chose qui ressemblait à de la peur. Tu as tout à voir avec ça. Moreau t'a utilisé depuis le début. C'est lui qui t'a envoyé l'invitation au dîner de bienfaisance. Il voulait que tu me rencontres, que tu entres dans ma vie. Helena sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'assit lourdement sur le canapé, essayant d'absorber cette information. Pourquoi? Pourquoi moi? Neu, parce que Cassien s'interrompit, la douleur visible sur son visage, parce qu'il sait quelque chose. Quelque chose sur toi et ma famille. Quoi? Qu'est-ce qu'il sait? Cassien s'approcha, s'agenouillant devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Son toucher était électrique, réveillant tous les souvenirs de leur intimité passée. « Helena, j'ai reçu un document il y a quelques semaines. Un document qui suggère que ta mère, Sophie Beaumont, aurait eu une liaison avec mon père. Et que tu serais... » Il ne put finir sa phrase. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Helena le fixa, les yeux écarquillés d'horreur. « Non. Le document indique que tu serais la fille illégitime de mon père. Ma... à demi-sœur. » Le monde d'Helena s'effondra. Tout ce qu'elle avait vécu avec Cassien, chaque toucher, chaque baiser, chaque moment d'intimité, tout devenait soudain monstrueux, souillé, interdit. Elle retira violemment ses mains des siennes, se levant et reculant comme s'il était devenu une menace. Non, non, non. Les mots sortaient d'elle comme une litanie désespérée. Ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être vrai. Je ne sais pas si c'est vrai, dit Cassien, sa voix brisée. Le document pourrait être un faux. Moreau pourrait avoir fabriqué tout ça pour nous détruire. Mais je ne pouvais pas prendre le risque.
C'est pour ça que je me suis éloigné. Pour te protéger. Elena le regarda, des larmes coulant librement sur son visage. Tu savais depuis des semaines. Et tu ne m'as rien dit. Oh, comment aurais-je pu te dire ça? Comment aurais-je pu te faire porter ce fardeau sans être sûr? En me faisant confiance? Cria-t-elle, sa voix se brisant. En me traitant comme une adulte, capable de gérer la vérité. Au lieu de ça, tu m'as abandonné sans explication, me laissant penser que je ne valais rien pour toi. Que tu vaux tout pour moi. C'est justement pour ça que je devais m'éloigner. Parce que si c'est vrai, si nous sommes vraiment... Ah, il ne put finir, la douleur trop grande. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de toute l'horreur de la situation. Elena s'effondra sur le canapé, le visage dans les mains, sanglotant sans retenue. Cassien resta debout, impuissant, chaque larme d'Elena le transperçant comme une lame. « Il faut savoir », dit finalement Elena entre deux sanglots. « On ne peut pas vivre dans le doute. Il faut faire un test ADN. » Cassien hocha la tête, sachant qu'elle avait raison. Aussi terrifiante que soit la perspective, ils avaient besoin de la vérité. « J'ai encore des affaires de mon père, » dit-il. « Des objets personnels conservés dans un coffre. On peut faire un test. » « Alors faisons-le. Maintenant, je ne peux pas attendre. » Ils se rendirent ensemble au laboratoire privé que Cassien utilisait pour ses affaires confidentielles. Le technicien, habitué aux demandes discrètes de son client fortuné, ne posa aucune question. Il prit les échantillons, un mouchoir ayant appartenu au père de Cassien et un prélèvement buccal d'Elena, et promit des résultats sous 48 heures. Ces 2 jours furent les plus longs de leur vie. Cassien annula tous ses rendez-vous, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Elena ne retourna pas au collège, appelant pour se dire malade, ce qui était techniquement vrai. Elle se sentait malade de peur, d'anticipation, de désespoir. Ils ne se quittèrent pas durant ces 48 heures, mais ils ne se touchèrent pas non plus. C'était une proximité douloureuse, une intimité sans contact, comme s'ils étaient séparés par un mur de verre invisible. Ils parlèrent de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet qui occupait toutes leurs pensées. Cassien raconta d'autres souvenirs de son père, cherchant dans sa mémoire des indices qu'il aurait pu manquer. Édouard Delacroix avait-il jamais mentionné une Sophie Beaumont? Y avait-il eu des absences inexpliquées, des voyages mystérieux? Mais sa mémoire ne révélait rien. Son père avait été un homme secret, gardant ses affaires privées pour lui. Elena, elle, parla de sa mère, des quelques souvenirs fragmentés qu'elle en avait. Une voix douce qui chantait des berceuses, des mains qui tressaient ses cheveux, une odeur de lavande, mais rien qui puisse confirmer ou infirmer l'existence d'une liaison avec Édouard Delacroix. Quand le technicien appela enfin, Cassien et Elena étaient dans l'appartement de ce dernier, assis côte à côte sur le canapé, leurs mains se touchant presque, mais pas tout à fait. Cassien mit le haut-parleur, son cœur battant si fort qu'il était sûr qu'Elena pouvait l'entendre. « Monsieur Delacroix, j'ai les résultats. » Le silence fut assourdissant. L'analyse ADN montre qu'il n'y a aucun lien de parenté entre vous et mademoiselle Beaumont. Aucun marqueur partagé. Vous n'êtes pas apparentés. Elena poussa un cri étranglé, portant ses mains à sa bouche. Cassien ferma les yeux, sentant une vague de soulagement si intense qu'elle menaçait de le submerger. Ils n'étaient pas frères et sœurs. Tout ce qu'ils avaient vécu ensemble n'était pas une abomination. C'était réel, pur, permis. « Vous êtes sûr ?» demanda Cassien, ayant besoin de l'entendre à nouveau, absolument certain. Les résultats sont sans équivoque. Après avoir raccroché, ils restèrent assis en silence, essayant d'absorber cette nouvelle réalité. Puis, lentement, Elena se tourna vers Cassien et ce qu'il vit dans ses yeux le bouleversa. Ce n'était pas du soulagement, c'était de la colère. « Moreau », dit-elle d'une voix glaciale. « Il a tout inventé. Il a créé ce document pour nous détruire. » Cassien hocha la tête, sentant sa propre rage monter. Il voulait me faire souffrir, me faire perdre la seule chose qui comptait vraiment, toi. Pourquoi aller si loin? Qu'est-ce qu'il gagne à tout ça? La vengeance, répondit Cassien sombrement. Pour certains hommes, c'est une raison suffisante. Mon père l'a détruit. Alors il veut me détruire en retour. Œil pour œil. Elena se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur Paris illuminé. Je veux le rencontrer. Je veux entendre de sa bouche pourquoi il a fait ça. C'est trop dangereux. On ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller. Elle se retourna vers lui, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Je ne suis pas une victime passive, Cassien. On a utilisé ma vie, mon histoire, pour jouer un jeu tordu. Je mérite des réponses.
Nous méritons des réponses. Cassien savait qu'elle avait raison. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre des manipulations de Moreau. Il fallait affronter le démon, regarder le monstre en face. D'accord, dit-il finalement. Mais on le fait ensemble. Et on le fait avec précaution. Le lendemain, Cassien organisa une rencontre avec Julien Moreau dans un café discret du 15e arrondissement. Il avait envoyé un message simple. « Je sais ce que vous avez fait, rencontrez-moi ». Moreau accepta immédiatement, comme s'il attendait cette invitation depuis le début. Quand ils arrivèrent au café, Moreau était déjà là, assis à une table du fond, sirotant un espresso. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris soigneusement coiffés, au costume élégant mais légèrement démodé. Ses yeux d'un bleu glacial se posèrent sur eux avec une satisfaction évidente. « Cassien Delacroix », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et la charmante Héléna Beaumont. Quel plaisir de vous voir enfin ensemble. » Ils s'assirent en face de lui, Cassien gardant une main protectrice sur le genou d'Héléna sous la table. « Pourquoi ?» demanda Héléna directement, sans préambule. « Pourquoi m'avoir manipulé? Pourquoi créer ce mensonge horrible ?» Moreau prit son temps pour répondre, savourant visiblement le moment. « Parce que Édouard Delacroix m'a pris tout ce que j'avais. Ma fortune, ma réputation, mon avenir. Et quand il est mort avant que je ne puisse avoir ma revanche, j'ai décidé que son fils paierait à sa place. Je n'ai rien à voir avec les péchés de mon père, dit Cassien d'une voix dure. Oh mais si, tu as tout à voir. Tu as hérité de son empire, construit sur mes ruines. Tu as profité de mon malheur. Il me semblait juste que tu connaisses le même genre de souffrance. Alors vous avez inventé cette histoire sur Héléna et mon père. » Moreau sourit, un sourire cruel. « J'ai fait mes recherches. J'ai découvert l'existence d'Héléna, son lien avec l'orphelinat que tu as démoli. C'était trop parfait. Une orpheline pure et innocente, qui pourrait toucher le cœur de glace du grand Cassien Delacroix. Je vous ai mis sur le même chemin, et la nature a fait le reste. Tant que le document sur la paternité était faux, dit Héléna, sa voix tremblante de rage contenue. Bien sûr qu'il était faux, mais assez convaincant pour créer le doute, n'est-ce pas? Assez pour vous séparer, pour souiller tout ce que vous aviez construit ensemble. Il se pencha en avant, ses yeux brillants de malveillance. Dites-moi, Cassien, comment était-ce de penser que tu avais couché avec ta propre sœur? Comment était-ce de vivre avec cette culpabilité? Cassien serra les poings sous la table, luttant contre l'envie de frapper cet homme. Mais il savait que la violence ne résoudrait rien. « Vous avez échoué, » dit-il calmement. « Nous savons la vérité maintenant. Votre manipulation n'a servi à rien. » Le sourire de Moreau s'élargit. « Ah, mais je n'ai pas échoué. Regardez-vous. Même maintenant, même en sachant que ce n'était qu'un mensonge, quelque chose est brisé entre vous. Le doute a été planté. La confiance a été érodée. Vous ne serez plus jamais les mêmes. » Ces mots frappèrent comme des coups de couteau. Parce qu'il avait raison. Quelque chose avait changé entre eux. L'innocence de leur amour initial avait été souillée, remplacée par une méfiance sous-jacente, une peur de ce qui pourrait encore être révélé. Héléna se leva brusquement, incapable de supporter davantage la présence de cet homme. « Vous êtes pathétique. Un vieil homme amer qui passe sa vie à essayer de détruire celle des autres, parce qu'il n'a pas pu reconstruire la sienne. Mon père m'a appris qu'en latin, il y a un mot pour des gens comme vous, perditus, perdu. C'est ce que vous êtes, perdu dans votre propre haine. » Elle sortit du café sans regarder en arrière. Cassien se leva pour la suivre, mais Moreau l'arrêta d'un mot. « Cassien. » Il se retourna, regardant le vieil homme avec dégoût. « Tu veux savoir la vérité vraie ?» dit Moreau, son sourire s'effaçant pour la première fois. « Ton père n'était pas l'homme que tu crois. Il n'était pas juste un homme d'affaires impitoyable. Il était cruel, manipulateur, destructeur. Il prenait plaisir à briser les gens. Et tu es exactement comme lui. »« Je ne suis rien comme lui, » dit Cassien d'une voix dangereusement basse. « Vraiment? Tu as construit ton empire sur les mêmes fondations. Tu as détruit des vies sans y penser, comme cet orphelinat. Tu prends ce que tu veux sans considération pour les conséquences. La seule différence entre toi et lui, c'est que tu te mens à toi-même en pensant que tu es meilleur. » Cassien resta silencieux, parce qu'une partie de lui savait que Moreau avait raison. Il avait passé sa vie à construire l'héritage de son père, sans jamais vraiment questionner les méthodes qu'il avait créées. Mais il y a une différence, continua Moreau, se levant pour partir. Contrairement à ton père, tu as trouvé quelque chose qui vaut la peine de changer. Cette jeune femme te voit telle que tu es vraiment, et t'aime malgré tout. La question est,
Es-tu capable de devenir l'homme qu'elle mérite? Ou vas-tu la détruire comme ton père a détruit tous ceux qui l'ont aimé? Sur ces mots, Moreau laissa suffisamment d'argent sur la table pour couvrir l'addition et partit, laissant Cassien seul avec ses pensées. Dehors, Helena marchait rapidement dans les rues de Paris, essayant de mettre autant de distance que possible entre elle et le café. Elle sentait les larmes couler sur ses joues, mais ne faisait rien pour les arrêter. Tout était trop. Les révélations, les mensonges, la manipulation. Elle avait l'impression que sa vie entière était une fiction écrite par d'autres, qu'elle n'avait jamais eu le contrôle. Cassien la rattrapa dans un petit parc, la prenant doucement par le bras. « Helena, attends !» Elle se retourna vers lui, ses yeux rouges mais son regard déterminé. « Il a raison, tu sais. Moreau, quelque chose est cassé entre nous. Je ne sais pas si on peut le réparer. »« On peut essayer, » dit Cassien, sa voix désespérée. « On peut prendre le temps, reconstruire la confiance. Mais est-ce ce qu'on le veut vraiment? Ou est-ce qu'on essaye juste de sauver quelque chose qui était condamné depuis le début ?» Cassien prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Ce qui s'est passé entre nous, Helena, c'était réel. Ça l'est toujours. Moreau peut manipuler les circonstances, mais il ne peut pas créer ce que nous avons ressenti. Ça, c'était nous, authentique et pur. Mais comment peut-on continuer après tout ça? Comment peut-on se regarder sans penser à tous les mensonges, toutes les manipulations, en choisissant de croire en nous plutôt qu'en eux, en refusant de laisser les actions d'hommes amers définir notre histoire? Helena ferma les yeux, se laissant aller un instant contre la chaleur de ses mains. Elle voulait le croire. Elle voulait tellement croire que l'amour pouvait triompher de tout le reste. Mais elle était fatiguée, épuisée par la bataille constante. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle finalement. « J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis, sans toute cette manipulation, sans la pression de ce qui s'est passé. Je dois me retrouver moi-même avant de pouvoir te retrouver, nous retrouver. » Cassien hocha la tête, sachant qu'il ne pouvait pas la forcer. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là, je t'attendrai. » Elle ouvrit les yeux, le regardant avec une tendresse mêlée de tristesse. « Et si le temps ne suffit pas? Alors au moins, on aura essayé ?» Les mois qui suivirent furent une période de reconstruction silencieuse pour Helena et Cassien, chacun dans sa propre solitude. Ils ne se voyaient plus, communiquant seulement par de rares messages, brefs et prudents, comme deux étrangers apprenant à se connaître à nouveau. Helena avait demandé de l'espace, et Cassien le lui donnait, même si chaque jour sans elle était une torture. Helena se plongea dans son travail avec une intensité renouvelée. Elle donna des cours supplémentaires, accepta de superviser le journal du collège, s'impliqua dans des projets communautaires. Elle essayait de remplir le vide laissé par l'absence de Cassien avec du sens, de la connexion humaine, de la pure pause. Mais la nuit, dans son lit vide, elle pensait à lui, à ses mains sur sa peau, à sa voix rauque murmurant son nom, à la manière dont il la regardait, comme si elle était la seule chose réelle dans un monde d'illusions. Cassien, lui, entreprit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il remit en question l'héritage de son père. Il commença à examiner chaque acquisition, chaque projet, chaque décision prise par le groupe de la Croix au fil des décennies. Ce qu'il découvrit le rendit malade. Des familles déplacées sans compensation adéquate. Des bâtiments historiques démolis, malgré les protestations des communautés locales. Des terrains acquis par des moyens légaux, mais moralement discutables. Son empire était construit sur des fondations de souffrance. Il décida de changer. Pas seulement pour Helena, mais pour lui-même. Il créa un fonds de réparation, contactant les personnes et les communautés lésées par les actions passées de son entreprise. Il changea les pratiques du groupe, instaurant des protocoles éthiques stricts, refusant désormais les projets qui déplaceraient des populations vulnérables. Ses associés pensaient qu'il était devenu fou, que cette crise de conscience allait ruiner l'entreprise. Mais Cassien s'en fichait. Il avait passé sa vie à construire un empire. Il était temps de construire quelque chose de plus important, son intégrité. Un jour, alors qu'il triait des documents dans le bureau de son père, resté intact depuis sa mort comme un mausolée, Cassien tomba sur une série de vieux journaux personnels qu'Édouard avait tenus dans les années 90. Poussé par une curiosité morbide, il commença à les lire, découvrant un père qu'il n'avait jamais vraiment connu. Les entrées étaient cliniques, presque dénuées d'émotion, détaillant des transactions commerciales, des stratégies d'acquisition, des manipulations financières. Mais une série d'entrées attira son attention.
Elle datait de 1993 et mentionnait un projet de développement dans le 19e arrondissement de Paris. Un terrain occupé par un petit immeuble résidentiel qui devait être acquis pour construire des bureaux. Les locataires résistent. Qu'avait écrit son père, notamment une femme, Sophie Beaumont, qui organise les autres. Elle menace d'aller à la presse, de créer un scandale. Il faut la neutraliser. Le nom frappa Cassien comme un coup de tonnerre. Sophie Beaumont, la mère d'Elena. Les mains tremblantes, il continua à lire les entrées suivantes et utiliser mes contacts à la mairie pour accélérer l'ordre d'expulsion. Les locataires ont une semaine pour partir. Beaumont continue de se battre. Elle est têtue, je lui accorde ça. Puis, quelques jours plus tard, Beaumont a eu un accident de voiture hier soir. Apparemment, elle conduisait trop vite sur une route mouillée. Elle est morte sur le coup, sa fille a survécu. Ironique, elle se battait pour protéger sa fille, et maintenant l'enfant est orpheline. Les autres locataires ont accepté les termes de l'expulsion. Plus de résistance. Projet en bonne voie. Cassien laissa tomber le journal. Une nausée violente le submergeant. Son père était responsable de la mort de la mère d'Elena. Pas directement, pas techniquement, mais les implications étaient claires. L'accident n'était peut-être pas un accident, et même si c'en était un, la pression exercée par son père, le stress, la peur, tout cela avait contribué à mettre Sophie Beaumont sur cette route ce soir-là. Elena était orpheline à cause de son père. Elle avait grandi dans la solitude, dans la douleur, dans le vide affectif, parce qu'Édouard Delacroix avait décidé qu'un immeuble résidentiel valait moins qu'un projet de bureau. Cassien resta assis là, dans le bureau de son père mort, entouré des trophées d'une vie de conquêtes impitoyables, et pour la première fois il pleura. Il pleura pour Elena, pour Sophie Beaumont, pour toutes les vies brisées par l'ambition aveugle de son père. Il pleura pour lui-même aussi, pour l'homme qu'il était devenu en suivant les traces de ce père, pour toutes les décisions qu'il avait prises sans considérer les conséquences humaines. Il savait qu'il devait le dire à Elena. Elle méritait de savoir. Mais comment lui dire que l'homme qu'elle aimait était le fils de l'homme qui avait détruit sa famille? Comment lui demander de porter ce fardeau en plus de tout le reste? Pendant ce temps, la vie d'Elena prenait un tournant inattendu. Elle avait rencontré quelqu'un. Pas par hasard cette fois, mais par choix délibéré. Thomas Mercier était un professeur de philosophie qui avait rejoint le collège en septembre. Il était gentil, stable, prévisible. Il n'avait pas les ombres sombres de Cassien, pas son intensité dévorante, pas son passé compliqué. Il était simple, honnête, sûr. Thomas était tombé amoureux d'Elena presque immédiatement. Il admirait son intelligence, sa douceur, sa passion pour l'enseignement. Il l'invitait à dîner, l'emmenait au théâtre, lui apportait des fleurs sans raison particulière. Il était attentionné sans être étouffant, présent sans être possessif. Elena appréciait sa compagnie. Avec Thomas, elle se sentait en sécurité, ancrée. Il n'y avait pas de montagne russe émotionnelle, pas de secret sombre, pas de manipulation, juste une affection tranquille et croissante. Elle se disait que c'était peut-être cela, le vrai amour. Pas la passion dévorante qui brûle et détruit, mais la tendresse constante qui construit et protège. Après 6 mois de fréquentation, Thomas lui demanda de l'épouser. C'était un soir de printemps. Dans le jardin du Luxembourg, au coucher du soleil, il s'agenouilla devant elle avec une bague simple mais élégante et lui demanda de faire de lui l'homme le plus heureux du monde. Elena regarda cet homme bon, ce refuge humain, et pensa à Cassien, à ce qu'ils avaient eu et perdu, à la douleur qui accompagnait chaque souvenir de lui, à l'impossibilité de leur situation. Cassien représentait tout ce qui était compliqué, dangereux, impossible. Thomas représentait tout ce qui était simple, sûr, réalisable. Elle dit oui. La nouvelle de ses fiançailles se répandit rapidement dans le petit monde du collège. Sœur Marguerite était ravie, organisant immédiatement une petite célébration. Les collègues d'Elena la félicitaient, admirant la bague, parlant de robes et de lieux pour la cérémonie. Tout le monde semblait heureux pour elle. Tout le monde sauf elle, parce que chaque fois qu'elle regardait la bague à son doigt, elle pensait à Cassien. Chaque fois que Thomas l'embrassait, elle comparait à la manière dont Cassien l'avait embrassée. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, c'était le visage de Cassien qu'elle voyait, pas celui de Thomas. Mais elle s'était engagée, elle avait fait un choix. Et Elena Beaumont n'était pas le genre de femme à revenir sur ses décisions. Elle se marierait avec Thomas, construirait une vie stable et heureuse, et oublierait Cassien Delacroix et toute la douleur qu'il représentait. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait chaque jour.
Cassien apprit la nouvelle par un article dans un magazine mondain. Une petite rubrique sur les mariages à venir mentionnait le nom d'Helena Beaumont, professeur, et Thomas Mercier, également professeur, qui se marierait dans 6 semaines à l'église Saint-Sulpice. Quand il lut ces mots, Cassien sentit quelque chose se briser en lui de manière définitive. Il l'avait perdue. Vraiment perdue cette fois. Elle avait tourné la page, trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur probablement. Quelqu'un qui ne portait pas le poids d'un héritage maudit. Il voulut l'appeler, lui dire ce qu'il avait découvert, lui révéler la vérité sur sa mère. Mais quel droit avait-il de bouleverser sa vie maintenant qu'elle avait trouvé la paix? Ce serait égoïste, cruel même. Elle méritait son bonheur, même si ce bonheur ne l'incluait pas. Alors Cassien décida de garder le secret. Il rangerait les journaux de son père, emporterait cette vérité dans sa tombe si nécessaire. C'était sa pénitence, son fardeau à porter seul. Les jours passèrent, le mariage approchait. Cassien se noyait dans le travail, acceptant tous les projets, toutes les réunions, tout ce qui pouvait occuper son esprit et l'empêcher de penser à Helena marchant vers l'autel dans une robe blanche, promettant sa vie à un autre homme. 2 semaines avant le mariage, alors qu'il vidait son appartement de l'avenue Foch pour déménager, cherchant un nouveau départ dans un nouveau lieu, Cassien tomba sur un objet qu'il avait complètement oublié. Un livre, un vieux manuel de latin que quelqu'un avait laissé chez lui, le livre d'Helena. Il se souvenait maintenant. Elle l'avait apporté lors d'un de leurs week-ends en Provence, lisant tranquillement pendant qu'il travaillait. Elle avait dû l'oublier quand elle était partie précipitamment ce jour fatidique. Cassien ouvrit le livre par réflexe et quelque chose en tomba. Une enveloppe, vieille, jaunie, scellée avec de la cire qui s'était fissurée avec le temps. Son cœur se mit à battre plus vite, qu'il retourna l'enveloppe et vit écrit d'une main tremblante « Pour ma fille Helena ». À ouvrir quand elle sera prête. C'était la lettre. La lettre que Sophie Beaumont avait laissée pour sa fille. Celle qu'on croyait détruite avec l'orphelinat. Elle était là tout ce temps, cachée dans ce livre qu'Helena avait gardé avec elle. Un trésor oublié dans un refuge familier. Les mains tremblantes, Cassien hésita. Devait-il ouvrir la lettre? C'était adressé à Helena, pas à lui. Mais il devait savoir. Il devait comprendre. Avec des précautions infinies, il décacheta l'enveloppe et en sortit plusieurs feuillets couverts d'une écriture serrée et soignée. Il commença à lire. « Ma chérie, mon Helena, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. C'est une pensée qui me brise le cœur alors que je t'écris, te regardant dormir dans ton petit lit, si paisible, si innocente. Tu n'as que 7 ans, et déjà le monde te semble hostile. Je veux que tu saches la vérité sur qui tu es, d'où tu viens. Pas les mensonges que d'autres pourraient te raconter, mais la vérité telle qu'elle est, dans toute sa complexité et sa douleur. Ton père n'était pas un homme bon. Je ne dis pas cela avec amertume, mais avec la clarté que donne le temps. Il s'appelait Jean-Marc Letellier, et il était beau, charmant et terriblement égoïste. Il m'a promis le monde, puis il m'a laissé seul quand il a appris que j'étais enceinte. Il ne t'a jamais rencontré. Il ne le méritait pas. Je t'ai élevé seul et je ne regrette rien. Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Chaque sourire, chaque mot, chaque petit progrès me remplit d'une joie que je ne savais pas possible. Mais maintenant, nous sommes en danger. Un homme puissant, Édouard Delacroix, veut le bâtiment où nous vivons. Il veut nous expulser, nous et tous nos voisins, pour construire quelque chose de rentable. J'ai essayé de résister, d'organiser les autres locataires, de nous défendre. Mais il a trop de pouvoir, trop d'influence. J'ai peur, Helena, peur de ce qui va arriver. Peur pour toi. Si quelque chose m'arrive, promets-moi que tu resteras forte. Promets-moi que tu ne laisseras jamais personne te diminuer, te faire croire que tu vaux moins que ce que tu es. Tu es brillante, ma chérie. Tu es gentille, intelligente, forte. Tu as en toi une lumière que ce monde essaiera d'éteindre. Ne la laisse pas s'éteindre. Je cache cette lettre dans ton livre préféré, celui avec les histoires latines que tu aimes tant. Un jour, quand tu seras prête, tu la trouveras. Et tu sauras que je t'ai aimé plus que la vie elle-même. Sois courageuse, mon ange. Sois toi-même. Et n'aie jamais peur d'aimer, même si l'amour fait peur. C'est la seule chose qui rende cette vie supportable. Je t'aime pour toujours, maman. Cassien termina la lettre avec des larmes coulant librement sur son visage. Sophie Beaumont avait su. Elle avait su que son père la menaçait, qu'il mettait sa famille en danger, qu'elle avait essayé de protéger sa fille jusqu'au bout, laissant ses mots comme une bouée de sauvetage, au cas où elle ne serait plus là. Et maintenant, Cassien tenait cette bouée entre ses mains, cette vérité qu'Helena avait cherchée toute sa vie, cette connexion avec sa mère qu'elle croyait perdue à jamais.
Il savait ce qu'il devait faire. Peu importait qu'elle se marie avec un autre homme, peu importait qu'elle ne veuille plus jamais le revoir, elle méritait d'avoir cette lettre. Elle méritait de connaître l'amour de sa mère, de comprendre ses origines, de fermer enfin cette blessure ouverte depuis tant d'années. Cassien vérifia la date du mariage. C'était dans 10 jours, à Lyon où Thomas avait de la famille. Il prit la lettre, la replaça soigneusement dans son enveloppe et prit une décision. Il irait à Lyon. Il donnerait à Helena ce qui lui appartenait de droit. Non pas comme une arme pour la reconquérir, non pas comme un moyen de saboter son mariage, mais simplement parce que c'était la chose juste à faire. Ensuite, il partirait. Il la laisserait vivre sa vie, construire son bonheur avec Thomas. Ce serait son dernier acte d'amour, le plus pur, le plus désintéressé. Le jour du mariage arriva avec un ciel gris et menaçant, typique de Lyon au début de l'automne. L'église Saint-Jean dans le vieux Lyon était magnifique avec ses vitraux gothiques et son architecture médiévale. Des fleurs blanches décorèrent l'autel, et les bancs se remplissaient lentement d'invités vêtus de leurs plus beaux atours. Dans une petite pièce attenante à l'église, Helena se préparait, aidée par 2 de ses collègues qui lui servaient de demoiselles d'honneur. Sa robe était simple mais élégante, en dentelle ivoire avec de longues manches et un décolleté modeste. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué, quelques boucles encadrant son visage. Elle se regardait dans le miroir et essayait de sourire. Elle devrait être heureuse. C'était son jour de mariage, le jour où elle commençait une nouvelle vie avec un homme bon qui l'aimait. Alors pourquoi se sentait-elle si vide? « Tu es magnifique », dit sœur Marguerite, apparaissant dans l'embrasure de la porte, ses yeux brillants d'émotion. « Ta mère serait si fière de toi. » Helena sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle essaya rapidement de refouler. « Merci, ma sœur. »« Es-tu sûre qu'un homme ?» demanda doucement la religieuse, s'approchant et prenant les mains d'Helena dans les siennes. « Es-tu sûre que c'est ce que tu veux ?» Helena ouvrit la bouche pour répondre par l'affirmative, mais les mots ne vinrent pas, parce qu'elle n'était pas sûre. Elle n'était sûre de rien, sauf qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le passé. Accrochée à un amour impossible, avec un homme qui représentait tout ce qui était compliqué dans sa vie. « Je veux une vie normale, » dit-elle finalement. « Je veux la stabilité et la paix. Thomas peut me donner ça. Fais-tu forte, mais t'aimes-t-il? Et l'aimes-tu » C'était la question cruciale, celle qu'Helena avait évitée pendant des mois. « Il m'aime. Et moi, je l'apprécie énormément. L'amour viendra avec le temps, n'est-ce pas ?» Sœur Marguerite la regarda avec une tristesse infinie. « Ma chère enfant, tu peux te mentir à toi-même, mais pas à moi. Je t'ai vu avec Cassien de la Croix, même si ce n'était que brièvement. J'ai vu la manière dont tu le regardais, dont tu t'illuminais en sa présence. Ce que tu ressens pour Thomas est de l'affection, peut-être même de la gratitude. Mais ce n'est pas de l'amour. Pas le grand amour qui mérite qu'on lui consacre une vie. Peut-être que le grand amour n'existe pas, dit Helena, sa voix se brisant. Peut-être que ce sont juste des histoires qu'on se raconte. Ou peut-être que tu as peur. Peur de souffrir à nouveau, peur de prendre le risque. Alors tu choisis la sécurité, au lieu de la passion. Avant qu'Helena ne puisse répondre, on frappa à la porte. L'organisatrice du mariage passe à la tête. « Mademoiselle Beaumont, il y a quelqu'un qui insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » « Yes. » Saustinte, un certain Cassien de la Croix. Le cœur d'Helena s'arrêta. « Cassien, ici, le jour de son mariage, bon, fais-le entrer. » dit-elle avant de pouvoir se raisonner. Sœur Marguerite et les demoiselles d'honneur sortirent discrètement, laissant Helena seule. Un moment plus tard, la porte s'ouvrit et Cassien entra. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, ses vêtements froissés. Mais ses yeux sombres qui hantaient les rêves d'Helena, étaient clairs et déterminés. Ils se regardèrent en silence pendant un long moment, le poids de tout ce qui s'était passé entre eux remplissant l'espace. « Tu es magnifique », dit finalement Cassien, sa voix rauque d'émotion. « Que fais-tu ici ?» demanda Helena, essayant de garder sa voix stable. « Je suis venu te donner quelque chose. Quelque chose qui t'appartient. » Il sortit l'enveloppe de sa poche, la tenant avec précaution comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. « J'ai trouvé ça. Dans le livre de latin que tu avais laissé chez moi. C'est de ta mère. » Helena regarda l'enveloppe, son cœur se mettant à battre follement. « La lettre » murmura-t-elle. « Elle existait vraiment. » « Oui, elle était cachée dans ton livre tout ce temps.
Je pense que ta mère l'y avait mise, sachant que c'était un endroit que tu chérissais, où tu la trouverais un jour. » Il s'approcha et lui tendit l'enveloppe. Elena la prit avec des mains tremblantes, sentant le poids des mots de sa mère à travers le papier jauni. « Tu l'as lu » demanda-t-elle. Cassien baissa les yeux honteux. « Oui, je suis désolé, je n'aurais pas dû, mais... » « Je devais savoir. »« Qu'est-ce qu'elle dit ?»« Elle te dit qui tu es. Elle te parle de ton père biologique. Et elle te parle du danger qu'elle affrontait, du danger que représentait mon père. » Elena le regarda, la compréhension lentement se formant dans son esprit. « Ton père ?»« Mon père était responsable de la mort de ta mère. Pas directement, mais ses actions, ses menaces, la pression qu'il exerçait, tout ça a contribué à l'accident qui l'a tué. J'ai trouvé ses journaux. Il l'écrit lui-même, avec une froideur qui me rend malade. » Cassien prit une profonde inspiration, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je suis tellement désolé, Elena. Pour tout. Pour ce que mon père a fait. Pour ce que moi-même j'ai fait en perpétuant son héritage. Tu es orpheline à cause de ma famille. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Elena. Elle serrait la lettre contre sa poitrine, sentant la connexion avec sa mère à travers le papier, à travers les années, à travers la mort elle-même. « Pourquoi es-tu venu me dire ça aujourd'hui? Le jour de mon mariage ?» Cassien se détourna, incapable de soutenir son regard. « Parce que tu as le droit de savoir. Tu as cherché cette vérité toute ta vie. Je ne pouvais pas te laisser te marier sans te donner cette chance de connaître enfin ta mère, de comprendre d'où tu viens. Je ne demande rien en retour, Elena. Je ne suis pas venu pour saboter ton mariage ou pour te reconquérir. Je suis venu parce que c'était la chose juste à faire. Et maintenant ? Maintenant, je pars. Je te laisse lire cette lettre en paix. Je te laisse vivre ta vie avec Thomas. Tu mérites d'être heureuse, Elena. Même si ce bonheur ne m'inclut pas. » Il se dirigea vers la porte, chaque pas une agonie. « Je voulais juste que tu saches. Tout ce que nous avons vécu était réel pour moi. Tu étais réel. Et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, même de loin, même en silence. » Il ouvrit la porte, prêt à sortir et à disparaître de sa vie pour toujours. Cassien. Il s'arrêta, se retournant lentement. Elena se tenait là, toujours en robe de mariée, les larmes coulant sur ses joues, la lettre serrée contre son cœur, et sur son visage, un sourire tremblant mais réel, lumineux malgré les larmes. « Tu as mis du temps, » dit-elle d'une voix brisée mais déterminée. « Mais il est encore temps. » Cassien resta figé, n'osant pas croire ce qu'il entendait. « Elena, tu ne peux pas. Tu vas te marier dans 1 heure. Thomas. Thomas est un homme bon. Il mérite quelqu'un qui l'aime de tout son cœur. Et ce n'est pas moi. Ça ne l'a jamais été. » Elle s'avança vers lui, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je t'aime, Cassien. Je t'ai aimé depuis ce premier soir, où tu m'as regardé comme si je valais quelque chose. Je t'ai aimé à travers toutes les révélations, tous les mensonges, toute la douleur. Je t'ai aimé malgré tout, et j'en ai assez de fuir cet amour par peur. Mais mon père, ce qu'il a fait, n'était pas toi. Tu n'es pas responsable des péchés de ton père, Cassien. Tout comme je ne suis pas défini par les circonstances de mon enfance. Nous sommes plus que notre histoire. Nous sommes ce que nous choisissons d'être. Et moi, je choisis de t'aimer. » Cassien traversa la pièce en 3 enjambées et la prit dans ses bras, la serrant contre lui comme si elle était l'air dont il avait besoin pour respirer. « Je ne te mérite pas, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Alors passe le reste de ta vie à essayer de me mériter, » répondit-elle en levant son visage vers le sien. Il l'embrassa, un baiser chargé de tout ce qu'ils avaient enduré, de toute la douleur et tout l'amour, un baiser qui scellait une promesse non dite. Autour d'eux, le monde pouvait s'effondrer, mais dans cette bulle, ils étaient entiers, complets, enfin réunis. Elena rompit le baiser, riant à travers ses larmes. « Il faut que j'aille parler à Thomas. Il mérite une explication, pas juste une fuite. »« Je viens avec toi. »« Non, c'est quelque chose que je dois faire seul. Attends-moi, ne pars pas. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » 1 heure plus tard, l'église Saint-Jean était vide, les invités confus et dispersés, Thomas dévasté mais comprenant. Elena avait été honnête avec lui avait dit la vérité sur ses sentiments, sur son incapacité à lui donner ce qu'il méritait. Il avait été blessé, en colère même, mais au fond, il avait compris. Personne ne pouvait forcer l'amour. Elena, toujours en robe de mariée, rejoignit Cassien qui l'attendait dans le parc de la Tête d'Or, assis sur un banc près du lac, regardant les cygnes glisser sur l'eau. Elle s'assit à côté de lui, et ensemble,
Dans le silence apaisant du parc, elle ouvrit enfin la lettre de sa mère et la lut à haute voix. Chaque mot était une guérison, chaque phrase une réconciliation avec son passé. Quand elle termina, elle pleura. Mais c'étaient des larmes de libération, pas de douleur. Elle voulait que je sois courageuse, dit Helena en essuyant ses larmes. Elle voulait que je n'aie pas peur d'aimer. Et tu laisses, dit Cassien en prenant sa main. La femme la plus courageuse que je connaisse. Car ils restèrent assis là pendant des heures, planifiant non pas un avenir parfait, mais un avenir honnête. Un avenir où ils travailleraient ensemble, pour réparer les torts du passé, pour construire quelque chose de meilleur. Cassien utiliserait sa fortune pour aider les communautés lésées par son père. Helena continuerait à enseigner, à transmettre sa passion pour les langues anciennes et les histoires qui survivent au temps. Ce ne serait pas facile. Il y aurait encore des obstacles, des doutes, des moments de peur, mais ils les affronteraient ensemble, pas comme deux moitiés cherchant à se compléter, mais comme deux personnes entières choisissant de partager leur vie. Quelques mois plus tard, par une journée ensoleillée de printemps, Cassien et Helena se marièrent dans une petite cérémonie intime en Provence, dans la même Bastide où tout avait commencé. Il n'y avait que quelques invités, sœur Marguerite, Marc Rousseau, quelques collègues proches. Rien d'extravagant, juste l'essentiel. Deux personnes qui s'aimaient, promettant de se chérir malgré et à cause de leurs imperfections. Helena portait une robe simple, et dans ses mains, elle tenait non pas un bouquet traditionnel, mais le vieux livre de latin où sa mère avait caché la lettre, son talisman, son lien avec le passé et sa promesse pour l'avenir. Quand ils échangèrent leurs vœux, Cassien dit « Je promets de passer chaque jour à devenir l'homme que tu mérites. Je promets de te chérir, de te protéger, de t'honorer. Et je promets de ne plus jamais te laisser douter de mon amour. » Helena répondit « Je promets de te voir tel que tu es vraiment, au-delà des ombres et des peurs. Je promets de rester à tes côtés dans les tempêtes et dans le calme. Et je promets de t'aimer avec courage, comme ma mère aurait voulu que je le fasse. » Leur baiser scella non seulement leur union, mais aussi la fin d'un long voyage. Un voyage à travers la douleur, le doute, la manipulation et la peur. Un voyage qui les avait menés exactement là où ils devaient être, ensemble. L'histoire de Cassien et Helena ne se termina pas par « ils vécurent heureux pour toujours », parce que la vie n'est jamais aussi simple. Il y eut encore des défis, des moments difficiles, des cicatrices du passé qui se rouvraient parfois. Mais ils les affrontèrent ensemble, avec honnêteté et amour. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout.